Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui une série d'enseignements qui sera consacrée à l'étude du cerveau. Le cerveau représente la partie la plus crâniale du système nerveux central et s'inscrit dans une masse ovoïde de substances nerveuses pesant environ 1,5 kg et située dans la cavité crânienne au-dessus de la tente du cervelet. Le cerveau s'organise sur une vue supérieure en deux hémisphères cérébraux, un hémisphère cérébral droit et un hémisphère cérébral gauche, et ceci nous pouvons le représenter de façon très schématique comme suit, avec l'hémisphère cérébral gauche sur une vue supérieure schématique, l'hémisphère cérébral droit, et ces deux hémisphères cérébraux sont mis en relation, sont reliés par des faisceaux de neurones qui vont connecter le côté droit et le côté gauche et que l'on appelle des commissures. Ces commissures qui permettent donc la synchronisation du côté droit et du côté gauche, sont, pour les deux principales, le corps calleux. Corps calleux, c'est un nom que l'on doit à la consistance que garde cette structure sans embaumement particulier du cerveau et qui reste avec une certaine dureté, contrairement au reste de la masse de l'encéphale qui se liquéfie très rapidement après le décès. Le corps calleux représente la plus importante des commissures interhémisphériques et va former des ensembles de faisceaux de substances blanches qui vont ainsi connecter le côté droit et le côté gauche. La deuxième principale commissure que l'on va trouver au niveau du cerveau est le fornix. Le fornix étant une commissure qui va relier une structure que l'on avait déjà eu la possibilité de mettre en place dans le fond de la fosse interpédonculaire et qui est le corps mammillaire, avec un noyau que l'on va trouver dans le lobe temporal et qui est l'hippocampe, notamment impliqué dans la mémoire. Je représente ici, sur cette vue schématique, seulement la moitié du fornix. Et eh bien, ces structures sont importantes d'abord pour le fonctionnement cérébral et également car, vous allez le voir dans les éléments qui vont suivre tout au long de ce cours, eh bien, nous allons être amenés à représenter ces différentes structures comme rapport des éléments qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc, deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, qui sont connectés l'un à l'autre par des systèmes de commissures. L'organisation interne du cerveau est proche ou ressemble à celle que nous avions déjà décrite dans le cervelet et nous allons pouvoir représenter ces éléments sur une vue latérale du cerveau. Vue latérale où vous reconnaissez ici le bord supérieur de l'ovoïde dans lequel s'inscrit le cerveau, son pôle antérieur, puis sa face inférieure, son bord inférieur, ici, avec bien sûr à la base du cerveau le tronc cérébral, puis la moelle spinale, le cervelet qui se place ici en arrière. Les éléments sont représentés de façon schématique. La structure interne va d'abord présenter à la périphérie du cerveau une écorce cérébrale, c'est le cortex cérébral, qui vient recouvrir, donc cortex fait de substances grises, centre nerveux, venant recouvrir sous le cortex des éléments de substances blanches, voies de passage, qui vont venir former le centre ovale et les capsules un peu plus bas. Comme on l'avait vu au niveau du cervelet,
à l'intérieur, au sein de la masse cérébrale, des noyaux gris centraux vont être en communication avec le cortex, et parmi ces noyaux gris centraux, eh bien, les plus importants, les plus volumineux, vont être de chaque côté le thalamus, qui représente le plus gros des noyaux gris centraux du cerveau et qui s'inscrit dans un ovoïde faisant 4 cm sur 2. On peut le représenter ici en projection sur la vue latérale du cerveau et sur la vue supérieure ici, eh bien, en projection paramédiane. Autour du thalamus va venir se placer le noyau codé qui constitue un noyau gris central qui s'enroule autour du thalamus et qui va présenter une tête antérieure, puis un corps, et enfin une queue, d'où le nom de noyau codé, qui va partir comme ceci dans le lobe temporal. Le noyau codé, on va pouvoir le placer ici en projection sur la vue supérieure du cerveau, avec ce phénomène d'enroulement qui va partir dans le lobe temporal. Enfin, et toujours dans ces gros noyaux gris centraux, nous allons trouver le noyau lenticulaire en forme de lentille, noyau lenticulaire, qui se place latéralement par rapport au thalamus et au noyau codé, que nous pouvons de façon tout à fait schématique représenter ici en projection latérale et que nous pouvons placer sur la vue supérieure, ici également en projection. Ces noyaux gris centrocérébraux, il y en a d'autres qui sont plus petits et que nous mettrons en place progressivement lors de ces différents cours. Ces noyaux gris centraux sont situés au sein de la masse cérébrale, vont répondre à la fois à de la substance blanche, mais également à des cavités liquidiennes intracérébrales qui sont remplies de liquide cérébrospinal et qui correspondent à l'évolution de la cavité neurale primitive à partir de laquelle se développe le cerveau. De façon progressive, nous décrirons dans un premier temps le thalamus et ses rapports, puis nous aborderons dans un deuxième temps la description de l'écorce cérébrale et de la substance blanche, pour terminer, bien sûr, par des notions d'anatomie fonctionnelle. Le thalamus représente donc le plus gros des noyaux gris centraux situés au sein de la masse cérébrale. Le thalamus dérive, comme la zone qui se situe en dessous de lui, l'hypothalamus, d'une vésicule qui s'appelle le diencéphale, et il, sur le plan morphologique, et sur une vue supérieure orientée ventralement et vers la droite, s'inscrit dans un ovoïde à grand axe, sagittal, oblique vers l'arrière et vers le dehors, ainsi donc, et va présenter, ce noyau, un pôle antérieur, va présenter vers le haut une face supérieure, vers le dedans une face médiale, latéralement une face latérale,
vers le bas une face médiale, et en arrière et latéralement un pôle postérieur. On parle de pulvinar du thalamus, auquel on associe les corps géniculés latéral relié au colliculus supérieur par le bras du colliculus supérieur et le corps géniculé médial réuni au colliculus inférieur par le bras du colliculus inférieur. Ces structures, le corps géniculé latéral, le corps géniculé médial et les colliculus, nous les avions déjà décrits dans l'étude du tronc cérébral, les colliculus participant à former le toit ou face postéro-supérieure du mésencéphale et les corps géniculés ayant été décrits comme annexés au pôle postérieur du thalamus. En fonction des auteurs, certains les décrivent comme une entité particulière sous le nom de métathalamus, à côté du thalamus. Il est d'un point de vue embryologique et surtout fonctionnel tout à fait approprié de considérer ces corps géniculés comme étant des expansions du pulvinar du thalamus, ce qui d'ailleurs s'explique d'un point de vue embryologique. Nous en dirons un mot dans un instant. D'un point de vue structure, et donc on peut, par cette représentation en vue supérieure, on comprend bien que le thalamus, avec l'hypothalamus en dessous de lui, va se placer immédiatement à l'aplomb du mésencéphale, donc dans la continuité du tronc cérébral. D'un point de vue structure, le thalamus n'est pas un noyau gris unique, mais en réalité, il est constitué d'un ensemble de noyaux qui vont constituer les noyaux du thalamus. Si l'on réalise une coupe horizontale du thalamus, et donc, comme toutes les coupes horizontales, on va les regarder en vue inférieure, le thalamus droit va donc pouvoir ainsi être représenté dans son pourtour, eh bien, on se rend compte que le thalamus va être constitué de noyaux gris qui vont être séparés par des lames de substance blanche intrathalamique formant la lame médulaire interne. On va ainsi distinguer un groupe de noyaux antérieurs, un groupe latéral, un groupe médial et un groupe postérieur venant former le pulvinar du thalamus. Ici, vous avez le groupe médial. La ligne médiane serait représentée ici. Et voici en arrière le pulvinar. Et vous voyez que ces groupes de noyaux sont séparés par de la substance blanche que l'on n'a pas que l'on n'a pas passé à la craie et qui vont constituer la lame médulaire interne. Tout autour du thalamus se place une structure de substance blanche périthalamique venant former la lame médulaire externe. Nous avons donc ici un groupe de noyaux antérieurs, un groupe de noyaux postérieurs venant former le pulvinar se prolongeant par les corps géniculés, un groupe médial et un groupe de noyaux latéraux. Cette coupe horizontale étant bien sûr toujours représentée en vue inférieure, comme c'est le cas en imagerie. Si l'on réalise maintenant une étude de la structure du thalamus sur une coupe coronale ou coupe frontale, toujours du thalamus droit, avec une orientation qui sera crâniale vers le haut et médiale vers
ma droite. Et bien là, on va s'apercevoir que le thalamus va également être organisé en noyaux qui, cette fois-ci, seront distingués en groupes latéraux, médiaux, et en groupes ventraux et en groupes dorsaux. Ces groupes de noyaux sont toujours séparés par des lames de substance blanche intrathalamique, et la lame médulaire interne, pouvons le représenter comme ceci, avec, par conséquent, et sur une coupe frontale, eh bien, les noyaux latéraux, que je colore ici, groupe de noyaux latéraux, qui sont donc orientés vers le dehors, avec un groupe latéral dorsal et un groupe de noyaux latéraux ventraux, et nous avons le groupe médial, apparaissant ici, avec un groupe médio-dorsal et un groupe médio-ventral. Et donc on distinguera sur cette coupe frontale un groupe de noyaux dorsaux et un groupe de noyaux ventraux. Ces différents groupes de noyaux qui sont observables au microscope, on peut également les distinguer sur des IRM en coupe horizontale ou en coupe frontale, eh bien, introduisent la notion de fonctions du thalamus qui sont des fonctions extrêmement variées. Ainsi, nous distinguons un thalamus limbique et préfrontal qui concerne globalement les noyaux antérieurs du thalamus et qui sont annexés à la fonction mnésique, la régulation de l'humeur, l'apprentissage. Nous avons une partie motrice, c'est le thalamus moteur, représenté par des noyaux antérieurs essentiellement, et notamment en rapport avec le système du striatum dans le cadre de la boucle de la motricité automatique que forment les noyaux gris centraux. Nous avons ensuite une fonction sensitive. Ça, nous l'avions, c'est le thalamus sensitif, nous l'avons déjà évoqué. Le deutéroneurone des voies spinothalamiques et du lemnisque médial se projette sur le thalamus, et en l'occurrence sur un noyau du thalamus qui est annexé à cette fonction de sensibilité extéroceptive, c'est le noyau ventrolatéral postérieur, où se trouve le corps cellulaire du neurone thalamo-cortical qui va projeter ces informations de la sensibilité sur le cortex, réalisant ainsi le deuxième centre de régulation, notamment dans les voies de la douleur, et expliquant dans les syndromes thalamiques une composante douloureuse. Il y a ensuite le thalamus sensoriel. Le thalamus sensoriel avec le noyau qui est relais sur les voies visuelles. Ça, c'est le corps géniculé latéral, où va se trouver le neurone thalamo-cortical formant les radiations optiques, radiations de Gratiolet, projetant les informations d'origine rétinienne sur le cortex occipital, voire court sur l'appareil de la vision. Nous avons le thalamus auditif. Il s'agit là du corps géniculé médial, où se trouve le neurone thalamo-cortical projetant les informations d'origine cochléaire sur le lobe temporal, CF court sur l'oreille interne. Et nous avons également le thalamus gustatif, donc là c'est la fonction de gustation, qui est un des noyaux du thalamus, qui reçoit les neurones issus du noyau gustatif de Najotte. C'est ce noyau
que l'on avait décrit à la partie haute du noyau du tractus solitaire, dans le tronc cérébral, et de ce noyau gustatif du thalamus vont se projeter les informations sur la base du gyrus post-central dans le lobe occipital, qui est la zone corticale où se projettent les informations gustatives. Et enfin, eh bien, il existe une dernière fonction à ce noyau qui est un rôle dans la régulation du sommeil, et dans l'horloge biologique et des rythmes circadiens, avec notamment les connexions qu'a le thalamus avec la substance réticulée. Nous avons donc, en plein centre de la masse cérébrale, en plein cœur de la masse cérébrale, ce gros noyau, le thalamus, constitué en réalité d'un ensemble de noyaux gris, répartis en groupes antérieurs, postérieurs, latéral, médial, dorsal et ventral, et annexé à un nombre très important de fonctions, le thalamus par les pédoncules du thalamus qui vont entre autres cheminer dans la capsule interne, étant reliés à toutes les régions du cortex cérébral, mais également étant reliés à des faisceaux que l'on va trouver en dessous de lui dans le tronc cérébral. Ce très volumineux noyau qui se trouve à la base du cerveau va présenter des rapports avec des structures qui seront soit des structures solides du tissu nerveux, on aura le noyau lenticulaire, le noyau codé, etc., les commissures que nous avons citées au début de ce cours, mais également va répondre à des espaces liquidiens. Et en particulier, le thalamus répondra à des espaces liquidiens qui dérivent du tube neural primitif, ce sont les ventricules latéraux et le troisième ventricule, et va également répondre, et ça c'est plus curieux, à des espaces externes, subarachnoïdiens. Et ces rapports, se déduisent de l'embryologie du cerveau, et c'est la raison pour laquelle nous allons à présent aborder quelques notions d'embryologie pour introduire les rapports du thalamus et construire la région du diencéphale ou cerveau intermédiaire. Vous le savez, le système nerveux central dérive du tube neural qui est un tube creux dont la surface est tapissée par ce qui va donner les méninges et dont la lumière est tapissée par la membrane de l'épendyme qui donc tapisse la lumière de cette cavité où baigne le liquide cérébrospinal intranerveux, les espaces méningés, notamment les espaces subarachnoïdiens, contenant également du liquide cérébrospinal, les espaces liquidiens intracérébraux et subarachnoïdiens, communiquant par l'intermédiaire de l'ouverture située au centre de la toile choroïdienne du quatrième ventricule. L'extrémité antérieure donc, du tube neural va donner l'encéphale, la partie distale du tube neural donne la moelle spinale. L'extrémité antérieure du tube neural va se dilater après fermeture du neuropore antérieur, formant un stade initial à 3 vésicules. Ces 3 vésicules étant le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale, en continuité directe avec le tube neural ainsi fermé qui va donner la moelle spinale, et toujours avec la surface externe de cette structure recouverte par le tissu mésenchymateux qui va donner les méninges et circonscrivant un espace intraneural rempli de liquide cérébrospinal et qui donnera les futurs ventricules cérébraux.
À un stade un peu plus avancé, ces trois vésicules vont se fragmenter. Ainsi, le rhombe encéphale va se fragmenter en deux vésicules. Le mésencéphale va rester tel quel, et à partir de la vésicule du prosencéphale, et de chaque côté, vont se développer deux diverticules qui vont former les deux vésicules du télencéphale. Et ça, sur toujours une vue latérale, on peut le représenter comme suit, à un stade ultérieur du développement. La cavité neurale qui va se prolonger avec les deux vésicules qui dérivent du rhombe encéphale, que sont le métencéphale qui va donner le pont et le mielencéphale qui va donner la moelle allongée. Le pont se développant beaucoup en avant pour former cette protubérance qui développe la face antérieure du tronc cérébral. Et à sa face postérieure, l'ébauche du cervelet va très fortement se développant d'ailleurs tellement qu'elle entraîne la substance nerveuse de la partie postérieure du prosencéphale qui va disparaître sous l'ébauche cérébelleuse, ce qui va donner naissance à la toile choroïdienne du quatrième ventricule qui va donc réaliser cet espace qui va permettre de mettre en communication les milieux extracérébraux et les cavités intracérébrales, en l'occurrence ici le quatrième ventricule. La vésicule du mésencéphale va rester le mésencéphale avec en avant l'apparition du pédoncule cérébral et en arrière l'apparition de la lame tectale. Et enfin, vers le haut, eh bien, la vésicule du prosencéphale, qui persiste ici, va donner naissance à ces deux diverticules qui vont ainsi se développer pour former eh bien, deux cavités oblongues, droite et gauche, développées autour du prosencéphale initial, qui devient la vésicule du diencéphale, chaque diverticule formant le télencéphale. Vous avez ici, sur une vue gauche, l'avant étant situé vers moi, le télencéphale gauche et le télencéphale droit. Et ces deux vésicules vont non seulement augmenter de volume, mais vont présenter un phénomène d'enroulement, donnant une plicature à l'origine de la formation du sillon latéral. Bien sûr, à ce stade de développement, il ne faut pas oublier que toutes ces vésicules sont creuses et sont remplies dans leur sein de liquide cérébrospinal qui est en communication avec le liquide périnerveux. Si l'on s'intéresse maintenant à... Donc, on a bien compris que le canal épindymaire médulaire va disparaître. La cavité du mielencéphale et du métencéphale va donner le futur quatrième ventricule. La cavité du mésencéphale va donner le futur aqueduc du mésencéphale. Et les cavités développées à partir du diencéphale et des télencéphales, droit et gauche, vont évoluer vers les ventricules cérébraux. Si l'on s'intéresse maintenant vraiment à l'extrémité toute antérieure ici du cerveau, enfin du cerveau primitif, c'est-à-dire ce qui va donner le cerveau proprement dit, mésencéphale, métencéphale et mielencéphale, donnant le tronc cérébral et le cervelet. Et si l'on réalise une coupe sagittale, de cette extrémité antérieure du tube neural à 5 vésicules, eh bien, on va voir la paroi ici du diencéphale, qui est d'ailleurs en communication en continuité avec la cavité du mésencéphale. Cette structure étant à sa périphérie recouverte par l'apimère, je le représente comme ceci en rouge, et étant en son sein tapissée par la membrane de l'épendyme,
avec au centre du liquide cérébrospinal. En profondeur du plan du tableau, et en profondeur de notre plan de coupe, apparaîtra la vésicule télencéphalique droite. La voici. Elle apparaît donc cette fois-ci totalement, elle apparaît en vue superficielle, en vue externe, recouverte par de la pymère. On peut représenter ça comme ceci. Et ça, c'est un point qui va être hyper important pour bien comprendre l'organisation des rapports du diencéphale. Ne jamais oublier que la lumière du diencéphale est en communication, est en continuité avec la lumière du télencéphale par un orifice qui permet donc de passer de la cavité diencéphalique à la cavité du télencéphale. Cet orifice, eh bien, c'est le foramen interventriculaire, permettant de passer du futur troisième ventricule au futur ventricule latéral qui est au sein de la vésicule télencéphalique et de ses dérivés. Je vous invite à bien retenir la localisation de ce foramen sur la coupe sagittale. L'évolution de la vésicule diencéphalique va présenter des phénomènes que l'on avait déjà pu observer au niveau du rhombencéphale. En effet, les parois de la vésicule du diencéphale ne vont pas se développer toutes dans la même proportion. Et en particulier, ce sont les trois quarts supérieurs, je le hachure ici, de la paroi latérale du diencéphale, qui vont très fortement s'épaissir, formant les thalamus, droit et gauche, en dessous desquels va apparaître la région de l'hypothalamus. Et comme la paroi latérale va très fortement se développer de chaque côté, elle va tirer de chaque côté la substance cérébrale qui va finir par disparaître au sommet de la vésicule du diencéphale et ainsi donc va apparaître, comme c'était le cas sous l'ébauche du cervelet, eh bien, une toile choroïdienne. Ce sera la toile choroïdienne du troisième ventricule. Ça, pour l'expliquer, eh bien, on va tout simplement représenter de manière très schématique, et ça sera notre dernier schéma de rappel d'embryologie, une coupe un peu frontale, un peu oblique, qui va passer en arrière du foramen interventriculaire et qui va ainsi nous montrer l'évolution de la vésicule du diencéphale. Nous allons effectivement pouvoir observer de chaque côté eh bien, le développement très important de la vésicule du diencéphale, de la paroi latérale de la vésicule diencéphale, développement même tellement important que les deux parois, droite et gauche, vont pouvoir venir s'accoler sur la ligne médiane, venant ainsi constituer ce que l'on appelle l'adhésion interthalamique. Adhésion interthalamique parce que les deux thalamus qui dérivent de la partie supérieure de la paroi latérale du diencéphale vont finir par se coller, et ça on peut le voir très bien sur les IRM ou sur les coupes anatomiques. Alors, on ne parle pas de commissure. Parfois, on entend improprement ce terme de commissure interthalamique. Ça n'est pas du tout une commissure, puisqu'il n'y a pas de communication entre les structures nerveuses du thalamus droit et du thalamus gauche par l'intermédiaire de cet accolement lorsqu'il existe. Vers le bas, eh bien, le quart inférieur, on va dire, du diencéphale se développe moins, et la substance nerveuse de cette région du diencéphale va former ce qui se place sous le thalamus, c'est-à-dire l'hypothalamus et le subthalamus. Et au niveau du plancher ici du diencéphale va apparaître une petite ébauche qui va pointer comme ça vers le bas. C'est l'ébauche hypophysaire, puisque
l'hypophyse, petite glande appendue à la face inférieure du cerveau et que l'on avait été amené à sectionner lorsque l'on exposait le tronc cérébral en vue antérieure, eh bien, se développe à partir du diencéphale. Alors bien sûr, sur cette coupe frontale, on va pouvoir placer la surface externe du diencéphale qui apparaît ici recouverte par de la pymère, et cette pymère elle est en continuité au-dessus. Et puis la lumière de cette structure est tapissée par la membrane épindymaire, que je représente donc en bleu, et cette membrane épindymaire va ainsi donc tapisser la paroi du futur ventricule du diencéphale, c'est-à-dire du troisième ventricule. Comme la substance nerveuse à la face supérieure du diencéphale entre les deux thalamus a disparu, il y a donc un accolement de pymère et d'épendyme venant constituer ce que l'on appelle une toile choroïdienne, et c'est au niveau des toiles choroïdiennes que se développent les plexus choroïdes, qui sont des structures vasculaires qui sécrètent le liquide cérébrospinal, et cette disposition vous explique et justifie pourquoi le plexus choroïde du troisième ventricule se situe au niveau du toit du troisième ventricule. Enfin, et pour terminer cette embryologie, nous ne devons pas oublier que nous avons au-dessus du diencéphale les deux vésicules télencéphaliques, dont vous voyez ici de façon extrêmement schématique la paroi, avec bien sûr l'épendyme qui tapisse la lumière de la cavité du télencéphale, la lumière du futur ventricule latéral gauche ici, futur ventricule latéral droit. C'est exactement ce qu'on a ici en profondeur du plan de coupe. Alors l'évolution de ces deux vésicules du télencéphale va justifier et expliquer les rapports du thalamus. Vous voyez que la vésicule du télencéphale se place au-dessus et latéralement par rapport au thalamus. Nous avons un premier phénomène qui est un phénomène qui est latéral. Je reprends ma craie blanche. Ce phénomène, c'est l'accolement du télencéphale avec le diencéphale en regard. C'est ce qu'on appelle, on va le représenter comme ceci, l'accolement diencéphalo-télencéphalique. Et cet accolement eh bien, va justifier, en dehors du thalamus, la présence de dérivés du télencéphale, le noyau codé, le noyau lenticulaire, les capsules. Vers le haut, alors, et bien sûr, alors juste encore avant de dire ça, bien sûr, la surface externe du télencéphale est recouverte par de la pymère. Alors au niveau des accolements, cette pymère va disparaître, mais je tiens à porter votre attention sur le fait qu'elle persiste là où il n'y a pas d'accolement. Un deuxième phénomène est que non seulement la vésicule du télencéphale va s'accoler au diencéphale en regard, mais vous avez compris, chaque vésicule télencéphalique va donner l'hémisphère cérébral correspondant. Et on a dit au tout début du cours que les deux hémisphères cérébraux communiquaient l'un avec l'autre par le biais des commissures. Eh bien, ces commissures se développent du fait de l'existence d'un accolement au-dessus du diencéphale entre les deux vésicules du télencéphale. C'est ce que l'on appelle l'accolement télencéphalo-télencéphalique au niveau d'une zone qu'on va appeler la plaque commissurale. Cet accolement télencéphalo-télencéphalique va donner deux types de structures. Vers le haut, eh bien, le futur corps calleux, qui représente la principale commissure interhémisphérique. Vers le bas, eh bien, le futur fornix, qui représente la commissure hippocampo-mammillaire et qui est donc la commissure inférieure. Et ces deux commissures vont s'éloigner l'une de l'autre. Là, le fornix
venant descendre et se coucher sur les deux thalamus, venant ainsi étirer la substance nerveuse entre le corps calleux et le fornix, ce qui donnera naissance au septum pellucidum, qui est donc l'étirement de la substance nerveuse entre le corps calleux au-dessus et le fornix en dessous, et ce septum pellucidum, qui apparaît à partir de la substance nerveuse désignée par cette croix, va se placer de part et d'autre des cavités télencéphaliques, et c'est la raison pour laquelle nous apprendrons plus tard que le septum pellucidum représente la paroi médiale du ventricule latéral, dans la forme adulte. Dernier point, le phénomène d'accollement télencéphalo-télencéphalique et les deux accollements télencéphalo-diencéphaliques emprisonnent au centre de la coupe ici une zone formée d'espace subarachnoïdien externe avec du liquide cérébrospinal venant constituer ce que Bichat, au XVIIIe siècle, avait appelé la fissure transverse du cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous allons, et c'est maintenant dans le chapitre des rapports du thalamus, eh bien, comprendre que ces thalamus vont répondre à des structures nerveuses pleines, capsules, noyaux gris centraux, l'hypothalamus, mais également à des espaces liquidiens, et ces espaces liquidiens pourront être des espaces qui sont dérivés des cavités neurales, le troisième ventricule vers le bas, les ventricules latéraux en haut et latéralement, mais également à des espaces liquidiens subarachnoïdiens, c'est la fissure transverse du cerveau décrite par Xavier Bichat, et de façon à pouvoir se repérer sur les vues et sur les coupes, et pour simplifier la dénomination, eh bien nous qualifierons cet espace par la lettre B de l'initiale du nom de Xavier Bichat, mort à 31 ans, d'une septicémie à germe anaérobie suite à une blessure anatomique. Voilà, ces rappels d'embryologie sont essentiels en réalité de façon à pouvoir comprendre l'organisation des rapports du thalamus, et c'est ce que nous allons à présent représenter sur des vues supérieures et des coupes, les rapports du thalamus et l'organisation des structures au centre de la cavité cérébrale. Ces éléments, nous allons les construire progressivement en déduisant les coupes dans les trois plans fondamentaux, frontal, sagittal et horizontal. Il s'agira bien sûr d'éléments extrêmement importants pour l'apprentissage de la lecture, de l'imagerie médicale, car effectivement, l'IRM permet aujourd'hui de distinguer très précisément les structures anatomiques, y compris les structures anatomiques très fines. Sur une vue supérieure, orientée donc l'avant vers le haut du tableau et la droite vers ma droite, eh bien nous allons représenter les deux thalamus, de part et d'autre, on peut le représenter comme ceci, de part et d'autre de la ligne médiane. Voici le thalamus gauche, voici le thalamus droit, et vous voyez donc que ces noyaux sont représentés comme de volumineux noyaux ovoïdes constitués de substances grises, centre nerveux, mais dont l'analyse fine, en coupe ou sur l'imagerie, montre que ces deux thalamus sont constitués d'un agrégat de plusieurs noyaux organisés dans des groupes que nous avons décrits un peu plus tôt dans ce cours. Ces deux thalamus répondent en arrière. On va mettre ça un petit peu plus tard. Nous allons construire en même temps que la vue supérieure une coupe frontale
coupe frontale. Coupe frontale qui sera orientée crânialement vers le haut et la gauche sera orientée vers ma droite. Et nous allons donc pouvoir placer les deux thalamus. Voici le thalamus droit, dont on voit que la face supérieure apparaît légèrement aplatie. Voici le thalamus gauche. Et bien sûr, ces structures étant représentées par de la substance grise, nous allons légèrement griser le thalamus pour le distinguer des espaces liquidiens ou de la substance blanche qui va se placer en périphérie. Le thalamus représentant le plus gros des noyaux gris centraux, sur les coupes, il s'agit d'une structure qui est relativement aisée à mettre en évidence et donc le repérage du thalamus représente un élément de repère intéressant dans le cadre de la lecture de l'imagerie. Dans les rapports du thalamus, eh bien, nous allons d'abord nous intéresser à la face médiale du thalamus. Face médiale qui va donc se situer de part et d'autre de l'axe antéro-postérieur sur la vue supérieure et qui va bien sûr se trouver en dedans sur la coupe frontale. La face médiale du thalamus apparaît marquée par un bandeau, par une strie de substance blanche en forme de diapason. Cette bande de substance blanche qui parcourt la face médiale du thalamus porte le nom d'abénula. Abénula. L'abénula naît au niveau du pôle antérieur du thalamus. Elle parcourt la face médiale de ce volumineux noyau gris. Nous la plaçons ici sur la coupe frontale. Et en arrière, eh bien, les deux abénulas, droite et gauche, se réunissent pour former la commissure de l'abénula, marquée d'ailleurs latéralement par le ganglion de l'abénula, et à la face postérieure de laquelle est appendu le corps pinéal ou glande pinéale. Et cette glande pinéale, rappelez-vous, nous l'avions déjà mise en évidence sur la vue postérieure du tronc cérébral, puisque la glande pinéale vient se placer au-dessus et en arrière des colliculus supérieurs. Il est donc possible de rajouter maintenant sur la vue supérieure les corps géniculés latéraux reliés au colliculus supérieur par le brachium du colliculus supérieur, puis en dessous les corps géniculés médiaux qui sont reliés au colliculus inférieur par le bras du colliculus inférieur. Et ceci nous permet donc de bien nous rappeler que sous le thalamus et la région hypothalamique, eh bien, cette région centrale profonde du cerveau va se placer au-dessus et dans la continuité du tronc cérébral du mésencéphale. L'abénula, sur le plan embryologique, eh bien, se place, est le résidu du toit de la vésicule diencéphalique lorsque celle-ci s'écarte pour venir former la toile choroïdienne du troisième ventricule. Et donc, je reprends simplement le tableau d'embryologie un instant. Vous avez ici cet écartement et j'avais déjà représenté ici sous forme d'une petite crête cette structure développée à partir de substances nerveuses qui s'étire progressivement et qui va tendre la toile choroïdienne du troisième ventricule. Et ainsi donc, entre les deux abénulas droite et gauche, eh bien nous allons trouver la toile choroïdienne
du troisième ventricule. Ça se déduit, de l'embryologie. Et par conséquent, eh bien, en dessous de la bénula et de la toile choroïdienne du troisième ventricule, eh bien, on va se trouver dans le troisième ventricule, et au-dessus, on va se retrouver dans la fissure transverse du cerveau. C'est exactement ce que l'on va pouvoir placer maintenant ici sur la coupe frontale. Voici la toile choroïdienne. Et donc, sous la toile choroïdienne va se placer la cavité qui dérive de la cavité diencéphalique primitive, remplie par du liquide cérébrospinal que je matérialise par ces croix, formant la cavité du troisième ventricule, dont le toit est formé par la toile choroïdienne du troisième ventricule, d'où se développe le plexus choroïde du troisième ventricule sécrétant le liquide cérébrospinal, et dont la paroi latérale est formée au-dessus par la paroi médiale des thalamus et en dessous par la région qui se situe de part et d'autre du troisième ventricule sous les thalamus, c'est-à-dire l'hypothalamus. La partie inférieure de cette région venant correspondre à la partie haute de la fosse interpédonculaire avec la partie toute supérieure ici des pédoncules cérébraux qui se prolonge avec la face inférieure du cerveau. On va donc se retrouver ici au sommet de la fosse interpédonculaire. Sous le thalamus et de part et d'autre du troisième ventricule va se situer donc la région de l'hypothalamus entre la ligne médiane et cette ligne pointillée que je hachure ici. Et en dehors de l'hypothalamus, une zone plus latérale va correspondre à ce que l'on appelle le subthalamus, hypothalamus, constitué de plusieurs noyaux répartis en 3 groupes et qui a essentiellement un rôle endocrinien et végétatif. Et latéralement, la région du subthalamus, on reviendra sur ces régions, caractérisées entre autres par l'existence d'un noyau, chaque côté, qui est situé sous le thalamus. C'est le noyau subthalamique ou corps de Lewis, dans l'ancienne nomenclature. Un noyau important sur le plan fonctionnel et que l'on reverra lorsque l'on expliquera le fonctionnement des noyaux gris centraux dans le cadre de la motricité automatique. Au-dessus de la toile choroïdienne du troisième ventricule et de la bénula, la face supérieure du thalamus est parcourue par un fin filet de substance blanche que l'on appelle le ténia du thalamus. Le ténia du thalamus est un mince filet de substance blanche qui s'enroule à la face supérieure du thalamus, qui croise son pôle postérieur et qui va ensuite suivre l'enroulement du thalamus et accompagner, on va le placer dans un instant, la queue du noyau codé. Le ténia du thalamus va se placer au niveau de la face supérieure du thalamus, à la jonction entre son quart supérieur ou son tiers supérieur et ses 2 tiers inférieurs. Et donc représente un des éléments qui parcourt la face supérieure du thalamus. La face supérieure du thalamus va ensuite répondre, on l'avait cité dans l'introduction de ce cours, à un volumineux noyau de substance grise dérivé du télencéphale et qui est le noyau codé. Ce noyau codé
qui présente une tête globuleuse antérieure, puis un corps qui se rétrécit et parcourt la face supérieure du thalamus avant que de se recourber vers l'avant et de se prolonger par la queue du noyau codé qui se porte vers le bas et vers l'avant pour se porter dans le lobe temporal du cerveau. Le noyau codé va représenter un rapport proche, puisqu'il est collé au thalamus, avec lequel il va délimiter un sillon thalamo-codé entre le thalamus et le noyau codé, sillon thalamo-codé, dans lequel viendra se placer une veine thalamo-codée qui est tout à fait visible lorsque l'on réalise une ventriculoscopie, c'est-à-dire lorsque l'on introduit un optique dans les cavités ventriculaires. Le noyau codé est un noyau qui fait partie des noyaux gris centraux et qui a une signification motrice. On y reviendra dans le cours consacré au striatum et à la motricité automatique. Ce thalamus, on va pouvoir le placer, j'ai fait un thalamus qui est... ce noyau codé, je peux peut-être le représenter de façon un petit peu plus, grande du côté gauche pour avoir une représentation qui soit à peu près symétrique. Le noyau codé, eh bien, il se place au-dessus du thalamus et il va apparaître ainsi sur la coupe frontale. Voici le corps du thalamus, du noyau codé. Si on considère que la coupe frontale passe à la partie moyenne, ici, du thalamus. Noyau codé. Nous avons entre le noyau codé et le thalamus le sillon thalamo-codé qui apparaît très bien marqué et on le voit très bien en IRM et dans lequel vient se placer une petite veine qui est la veine thalamo-codée et qui fait partie du système de drainage veineux des espaces profonds du cerveau. Au-dessus de ces structures vont se placer les commissures. Pour les représenter, nous allons peut-être avant de placer ces structures, mettre le noyau codé, le noyau lenticulaire, qui est un rapport un peu plus externe, noyau lenticulaire, qui se présente donc comme un noyau de substance grise, qui se place latéralement par rapport au thalamus et au noyau codé, et qui se présente sous la forme d'une structure pyramidale, je ne le représente ici que d'un côté, et qui va pouvoir apparaître ici sur la coupe. Voici le noyau codé, noyau lenticulaire, qui est partagé en plusieurs noyaux. C'est un noyau qui est constitué de plusieurs parties. Une partie périphérique, que l'on appelle le putamen, et deux parties centrales que forment le pallidum externe et le pallidum interne. Ces structures sont des structures de signification motrice et qui interviennent dans le cadre du fonctionnement des noyaux gris centraux et du striatum. On abordera le fonctionnement de ces noyaux gris dans le cours sur la motricité automatique. Entre le noyau lenticulaire latéralement et le noyau codé et le thalamus médialement, le noyau lenticulaire, le noyau codé et le thalamus, se place un espace qui est constitué de substances blanches formant la capsule interne. Elle est constituée de fibres ascendantes et descendantes
qui proviennent du cortex cérébral et qui s'engagent entre ces noyaux gris centraux pour venir se placer dans la région du tronc cérébral. Capsule interne. La capsule interne, sur cette vue supérieure, eh bien, elle va correspondre à cette zone que je hachure à présent. Au-dessus de ces éléments vont donc se placer les commissures. D'abord le fornix, puisqu'on a vu qu'il est dérivé à partir de la partie la plus inférieure de la plaque commissurale, puis le septum pellucidum, puis le corps calleux qui va se placer au-dessus et dans le fond de la fissure interhémisphérique. Je vais représenter ces commissures finalement sur la même vue supérieure, mais on va reproduire cette vue supérieure de façon à ne pas charger le dessin et donc à pouvoir bien suivre les différentes étapes de la construction de cette vue supérieure des éléments profonds du cerveau. On va donc replacer autour de l'axe médian du corps les deux thalamus, droit et gauche. L'orientation est la même que précédemment. Le thalamus avec donc à sa face médiale ici l'abénula, la commissure abénulaire en arrière, le corps pinéal qui est appendu à sa face postérieure et nous plaçons les corps géniculés latéraux avec les colliculus supérieurs, les corps géniculés médiaux avec les colliculus inférieurs. Au-dessus et latéralement se placent les noyaux codés, droit et gauche. Voici la tête du noyau codé droit, son corps et sa queue qui part en arrière dans le lobe temporal. Et nous allons placer le noyau codé contralatéral, noyau codé gauche, que nous allons tenter de placer de façon à peu près symétrique. Voilà. Avec donc ce phénomène d'enroulement autour du thalamus. Noyau codé. On avait placé donc le ténia thalamique qui parcourt la face supérieure du thalamus et qui va se prolonger ensuite en accompagnant la queue du noyau codé dans le lobe temporal et bien sûr entre les deux abénulas, la toile choroïdienne ici du troisième ventricule, mais qui va être amenée à être masquée par les éléments que nous allons ajouter à présent. Juste immédiatement au-dessus de la toile choroïdienne du troisième ventricule vient se placer le fornix. Le fornix, on va le représenter en vert avec donc cette craie-ci. Le fornix est une commissure un peu particulière qui, on va la schématiser ici, et sur une vue latérale relie ceux de chaque côté, le corps mammillaire qui se trouve dans le fond de la fosse interpédonculaire à l'hippocampe qui est un volumineux noyau que l'on trouve dans le lobe temporal du cerveau. Nous avons deux corps mammillaires, droit et gauche, deux hippocampes, droit et gauche, et cette commissure va donc présenter en avant et qui va vers chaque corps mammillaire une colonne, va présenter un corps supérieur et va présenter en arrière deux piliers, droit et gauche, qui vont aller vers l'hippocampe. Si l'on regarde le fornix en vue supérieure, eh bien, il forme une lame de tissu nerveux, c'est de la substance blanche, c'est une commissure, ce sont des voies de passage, des voies d'association, de forme triangulaire,
qui ressemble un peu finalement à un deltaplane, mais qui est enroulé d'avant en arrière, et qui se prolongera vers l'avant par la colonne qui va rejoindre le corps mammillaire, dans le fond de la fosse interpédonculaire, et qui se prolonge vers le bas et vers l'avant par le pilier qui va rejoindre l'hippocampe. Commissure hippocampo-mammillaire qui va donc venir se poser sur les deux thalamus qui viennent se placer ainsi en dessous de cette commissure. Cette commissure étant la commissure la plus inférieure issue de la plaque commissurale. Ainsi, nous allons pouvoir, sur cette vue supérieure, placer le fornix dans son entier, avec son bord antérieur et sa colonne qui part en avant et qui va rejoindre donc le corps mammillaire, et vers l'arrière, son corps, puis son pilier qui va venir s'engager dans le lobe temporal et rejoindre le noyau de l'hippocampe. Commissure hippocampo-mammillaire qui va venir donc se placer à l'aplomb de la face supérieure du thalamus et de la toile choroïdienne du troisième ventricule qui est tendue entre les deux thalamus. Et donc ainsi, le fornix va venir cacher une partie des structures que l'on avait mis en place tout à l'heure. Ce fornix, on va pouvoir le placer sur la coupe frontale. Le voici, avec donc son corps, qu'on représente en vert, et qui, vous le voyez, va venir se placer au-dessus de la toile choroïdienne du troisième ventricule et au-dessus des thalamus. Le bord latéral, alors il y a plusieurs éléments. D'abord, en avant, la colonne du fornix va venir délimiter avec le pôle antérieur du thalamus, le foramen interventriculaire, enfin ce qui résulte de la communication entre le diencéphale et le télencéphale primitif, permettant ainsi de passer, on va pouvoir le placer ainsi, entre le ventricule latéral et le troisième ventricule, foramen interventriculaire. Puis, entre le bord latéral du fornix et le ténia du thalamus, on va le représenter d'un côté ici, apparaît tendue une toile choroïdienne. C'est la toile choroïdienne du ventricule latéral, le ventricule du télencéphale, au détriment de laquelle, ou à partir de laquelle vient se développer ici un plexus choroïde. C'est le plexus choroïde du ventricule latéral, plexus choroïde du ventricule latéral, qui est donc la cavité ventriculaire dérivée de la vésicule télencéphalique. Ce qui veut donc dire que, eh bien, au-dessus du plan du fornix, on va se trouver dans une cavité ventriculaire, c'est la cavité du ventricule latéral. On va donc pouvoir placer ici, de chaque côté, la toile choroïdienne tendue entre le ténia du thalamus et le bord latéral du fornix. On va pouvoir placer au-dessus ce que l'on a représenté sur la vue supérieure, c'est-à-dire les plexus choroïdes du ventricule latéral. Et ainsi, terminer de mettre en place la pimère ici, qui va recouvrir la face inférieure du fornix, une partie de la face supérieure du thalamus
et venir former le haut de la toile choroïdienne du troisième ventricule. Et ainsi, on va se retrouver au centre de la coupe, au niveau de la fissure transverse du cerveau, décrite par Bichat. C'est un espace qui est liquidien, qui va contenir du liquide cérébrospinal, mais c'est du liquide cérébrospinal qui est constitué d'espaces subarachnoïdiens. Et d'ailleurs, au sein de cet espace, au sein de cette fissure transverse du cerveau, sont visibles deux veines, on va les représenter dans un instant sur la vue supérieure. Ce sont les veines cérébrales internes qui sont parfaitement visibles en IRM et qui vous permettent de bien repérer cet endroit du centre de la coupe où on se trouve dans un espace liquidien mais extracérébral, subarachnoïdien, bien qu'on soit en plein cœur de la coupe. Au-dessus du fornix se place la principale commissure interhémisphérique, c'est le corps calleux qui relie les deux hémisphères cérébraux, droit et gauche. Elle est constituée de neurones qui relient les cortex droit et gauche. Le voici sectionné au niveau de sa partie antérieure. Le voici représenté, ce corps calleux, sur la coupe frontale. Et on voit bien cette disposition transversale de fibres qui vont relier les hémisphères cérébraux droit et gauche. Au-dessus du corps calleux, on vient se placer dans le fond de la fissure interhémisphérique du cerveau et on va pouvoir placer ici un tout petit fragment de cortex cérébral juste pour pouvoir situer le niveau de la coupe. Entre le corps calleux et le fornix est appendu ici le septum pellucidum qui forme une mince lame de substance blanche résultant de l'étirement de la plaque commissurale, reliant les deux principales commissures que sont le corps calleux et le fornix. Et si l'on place ici la pimère du ventricule latéral, eh bien on voit que le septum pellucidum va venir former également la paroi médiale du ventricule latéral. Voici le ventricule latéral droit, le ventricule latéral gauche, ventricule latéral droit, ventricule latéral gauche. Et cette disposition, eh bien, nous la déduisions de l'embryologie de la région. Donc, et pour résumer, le thalamus, volumineux noyau gris central, est un noyau dérivé du diencéphale qui s'inscrit dans un ovoïde à grand axe oblique vers l'arrière et vers le dehors, qui, vers le bas, va répondre à la région de l'hypothalamus et du subthalamus, qui latéralement répond à la capsule interne au noyau lenticulaire, qui vers le haut va répondre au noyau caudé, qui va répondre au ventricule latéral et qui va répondre à la fissure transverse du cerveau, et qui, à sa face médiale, répond à la bénula et au troisième ventricule. Ainsi, nous pouvons distinguer autour du thalamus plusieurs espaces. Sous la toile choroïdienne du troisième ventricule, dont nous voyons ici la partie toute postérieure, un espace liquidien correspondant au troisième ventricule qui est intercalé entre les deux thalamus. Puis, entre la toile choroïdienne du
troisième ventricule et le fornix va se placer un espace constitué de liquide cérébrospinal, c'est la fissure transverse du cerveau, dans laquelle on peut passer, et on peut figurer d'ailleurs le trajet par cette flèche, ici masqué par la présence du fornix, et ici apparaissant totalement, fornix retiré. Au-dessus, l'ensemble est coiffé par le corps calleux que nous avons uniquement sectionné ici au niveau de sa partie antérieure, mais que nous allons à présent pouvoir figurer sur deux coupes qui vont pouvoir être déduites de ces constructions. Tout d'abord, une coupe sagittale médiane de l'encéphale que nous allons regarder en vue interne, en vue médiale, et qui va montrer ces structures. Puis nous réaliserons une coupe horizontale, coupe que nous passerons dans ce plan, matérialisé ici en pointillé, et qui représenteront ces deux coupes, coupe sagittale médiane ici et coupe horizontale, deux coupes de référence pour l'interprétation de l'imagerie. Alors, tu me dis. Voilà, donc nous terminons ce cours sur le diencéphale en mettant en place deux coupes supplémentaires, une coupe sagittale médiane orientée crânialement et ventralement, et qui va donc montrer tout d'abord en arrière du mésencéphale et du pont, qui représente la partie haute du tronc cérébral ici, les cavités du quatrième, dérivé du tronc cérébral. Donc vous avez l'aqueduc du mésencéphale, et puis on va avoir la partie haute du quatrième ventricule, on se trouve aussi au niveau du quatrième ventricule. Vers l'avant, le pédoncule cérébral nous amène ici à l'infundibulum de l'hypophyse, donc auquel est appendue la glande hypophyse, surplombé par le chiasme optique, le voici, chiasme optique, lame terminale et la commissure antérieure. En arrière, la commissure postérieure, la commissure de la bénula et la glande pinéale qui vient ici se placer entre les deux colliculus supérieurs. C'est ce que nous avions vu en vue postérieure ici du tronc cérébral. Le corps calleux va venir coiffer l'ensemble, nous l'avions vu, avec un rostre antérieur, un genou, un corps puis une partie dilatée formant le bourrelet ou splénium du corps calleux. Il dérive de la plaque commissurale et va correspondre à la principale commissure interhémisphérique. Cette structure de substance blanche est très aisément reconnaissable et représente un des éléments à mettre en évidence en première intention lorsque l'on analyse, par exemple en IRM, une coupe sagittale de l'encéphale. Sous le corps calleux va se placer le fornix, dont nous voyons, alors on va essayer de respecter le code couleur, dont nous voyons ici le corps qui se place sur la ligne médiane et qui a été sectionné, et le corps du fornix, suspendu à la face inférieure du corps calleux par le septum pellucidum, se prolonge en arrière et latéralement par les piliers qui partent dans le lobe temporal, et vers l'avant par les colonnes qui vont se diriger vers l'arrière, le bas, et latéralement pour rejoindre
comme vous pouvez le voir ici, le corps mammillaire qui se trouve au fond de la fosse interpédonculaire et de part et d'autre du plan de coupe sagittal médian, faisant donc du fornix une commissure hippocampo-mammillaire. Sous le fornix et en dehors du plan de coupe apparaîtra la face médiale du thalamus, séparée ici de l'hypothalamus par le sillon thalamo-hypothalamique, permettant de distinguer au-dessus l'hypothalamus par sa face médiale, en dessous, le thalamus, pardon, en dessous l'hypothalamus. La face médiale du thalamus était parcourue, comme nous l'avions vu, par l'abénula, que nous plaçons ici de cette manière, qui part en arrière de la commissure abénulaire et qui va rejoindre en avant le pôle antérieur du thalamus. Pôle antérieur du thalamus qui délimite d'ailleurs avec le fornix, ici, le foramen interventriculaire, au-dessus duquel vient se terminer ici la bénula. Au-dessus de la bénula, on va se placer dans la fissure transverse du cerveau, et en dessous de la bénula, nous serons dans le troisième ventricule. Nous allons pouvoir placer en dessous ici de la bénula, quand elle existe, l'adhésion interthalamique, qui n'est pas une commissure, mais qui correspond à l'accolement des deux thalamus sur la ligne médiane et qui souvent apparaît ici sous la forme d'une image arrondie ou légèrement ovoïde. Nous allons placer pour mémoire ici les reliefs du cerveau avec ici le bord médial de l'encéphale, face médiale parcourue par des sillons, on les redéfinira, et nous avons ici la face médiale du lobe temporal. Nous voyons apparaître ici le sillon latéral du cerveau. Ça, c'est simplement pour se repérer. Alors, à la face externe de ces structures et sur le plan de coupe, eh bien, l'encéphale est recouvert par de la pymère. Nous la représentons ici en rouge, venant recouvrir l'ensemble des structures, chiasma, lame terminale, commissure antérieure, recouvrant bien sûr ici le corps calleux, et venant s'immiscer dans la fissure transverse du cerveau, tapissant la face profonde du fornix jusqu'au niveau ici de l'origine de la bénula, et va venir ensuite repartir en arrière, formant la toile choroïdienne du troisième ventricule, et ensuite on va retrouver cette pymère à la face postérieure de l'encéphale, recouvrant des structures diencéphaliques, puis mésencéphaliques, puis le voile médulaire supérieur. À l'intérieur, la cavité cérébrale est recouverte par ici de l'épendyle, s'accolant avec la pymère de la fissure transverse du cerveau, venant former la toile choroïdienne du troisième ventricule, aux dépens de laquelle se développe ici le plexus choroïde du troisième ventricule, qui représente donc une cavité sagittale qui est interposée entre les deux thalamus et les deux hypothalamus. Puis nous allons avoir l'épendyle recouvrant la lame terminale, le chiasma, l'infundibulum hypophysaire, puis le mésencéphale, et se prolongeant avec les structures de l'aqueduc du mésencéphale, puis du quatrième ventricule. Et nous avons donc matérialisé ici par ces croix les cavités liquidiennes intracérébrales, troisième ventricule, aqueduc du mésencéphale et quatrième ventricule. Ces cavités sont en continuité via le foramen interventriculaire, avec le ventricule latéral que l'on va retrouver de part et d'autre du septum pellucidum, comme on l'avait vu sur la coupe frontale. La fissure transverse du cerveau s'ouvre sous
le splénium du corps calleux et le bord postérieur du fornix et permet d'aller d'arrière en avant jusqu'à la partie antérieure ici du fornix lorsque celui-ci va délimiter avec le pôle antérieur du thalamus le foramen interventriculaire. Mais sur le plan embryologique, encore une fois, l'existence de cet espace qui lui aussi est rempli de liquide cérébrospinal, mais développé aux dépens des espaces subarachnoïdiens, s'explique tout simplement par l'accolement au-dessus du diencéphale des deux vésicules télencéphaliques venant donner naissance au corps calleux au-dessus, au fornix en dessous et entre les deux au septum pellucidum. Enfin, nous allons représenter une coupe, donc ça c'était la coupe sagittale médiane, tout à fait classique et à savoir interpréter lorsque l'on observe par exemple une IRM cérébrale. Nous allons maintenant placer très rapidement une coupe horizontale moyenne, on va dire, coupe horizontale moyenne, avec une orientation antérieure et latérale, et comme c'est une vue inférieure, comme toujours en imagerie médicale, on placera la gauche ainsi. On représentera qu'une demi-coupe, toujours centrée sur la région des noyaux gris centraux et du thalamus. Et nous allons donc pouvoir, à partir de l'axe médian, représenter ici le thalamus, dont on ne déterminera pas le détail, dont on ne représentera pas le détail des noyaux propres, et nous placerons en avant du thalamus ici le noyau codé, dont nous voyons en avant la tête, qui est globuleuse et qui se place en avant du thalamus. Sur une coupe horizontale, eh bien, cette orientation caractéristique du thalamus apparaît. Et en arrière, puisque ce noyau s'enroule autour du thalamus, eh bien, en coupe horizontale, viendra apparaître ici la queue du noyau codé avant que celle-ci ne vienne s'engager dans le lobe temporal. En avant apparaîtra sectionné le corps calleux, avec en avant ici le fond de la fissure interhémisphérique. En arrière, eh bien, ce sera le bourrelet ou splénium du corps calleux, partie postérieure de cette principale commissure interhémisphérique, avec en arrière de lui eh bien, le fond de la fissure interhémisphérique du cerveau qui apparaît ici, avec bien sûr du cortex cérébral. Latéralement, par rapport au noyau codé et au thalamus, va apparaître le noyau lenticulaire qui s'interpose, qui s'engage entre ces deux noyaux, constitué d'une partie superficielle externe qui est le putamen, et constitué plus médialement du pallidum externe et du pallidum interne. Donc c'est un noyau qui est constitué de plusieurs couches qui sont visibles en IRM ou en coupe. Et entre le noyau lenticulaire latéralement et le noyau codé et le thalamus médialement, apparaît un espace constitué de substances blanches formant la capsule interne, sur la description de laquelle nous reviendrons, capsule interne, qui représente des voies de connexion entre le cortex cérébral et les espaces situés plus en dessous. Le fornix apparaît ici et sur cette coupe, nous allons placer les deux colonnes antérieures qui vont, on peut le placer d'un côté ici, venir passer sous le thalamus, et le
fornix est relié au corps calleux par le septum pellucidum. Ce qui nous permet de placer l'épendym du ventricule latéral, représenté ici sur la coupe horizontale. Voici donc la partie antérieure du ventricule latéral. Puis nous avons entre les deux thalamus l'abénula dans un premier temps, abénula qui, s'enroulant autour du thalamus, va être sectionné à deux niveaux, puisque, rappelez-vous, si l'on représente le thalamus ainsi, eh bien, l'abénula va avoir cette disposition avec la commissure ici. Si nous réalisons une coupe horizontale, l'abénula est coupée à deux endroits, et ainsi nous allons pouvoir, à deux niveaux, représenter la toile choroïdienne du troisième ventricule. On va d'ailleurs représenter toute la cavité du troisième ventricule dans son intégralité sur cette coupe horizontale. Je vous laisserai bien sûr reconstruire le côté contralatéral de la coupe si vous le souhaitez. Venant donc constituer ici le troisième ventricule, ou ventricule antéro-postérieur, intercalé entre les deux thalamus. Et donc, nous avons entre la toile choroïdienne du troisième ventricule ici et le fornix, eh bien, la partie antérieure de la fissure transverse du cerveau dans laquelle vont venir cheminer des structures veineuses. Je vais tout de même les remettre, on ne l'avait pas vu tout à l'heure sur les vues antérieures. Il s'agit de structures veineuses formant le système de la veine cérébrale interne et constituées de veines septales, qui viennent de la région du septum pellucidum, de veines choroïdiennes venant du plexus choroïde du ventricule latéral et alimentées également par la veine thalamocodée, celle-là même que l'on avait repérée ici sur la coupe frontale. De ces affluents donc naissent les veines cérébrales internes. Il existe une veine cérébrale interne droite et une veine cérébrale interne gauche. Et ces veines cérébrales internes, en arrière, se réunissent, formant d'ailleurs une structure souvent dilatée ou un peu ectasique, formant la citerne de la veine cérébrale interne, qu'on appelait autrefois la citerne de Galien, avant que n'émerger par la partie postérieure de la fissure transverse du cerveau et venir rejoindre le système des veines, des sinus veineux de la base du crâne. Nous reviendrons sur ces structures veineuses dans le cours sur la vascularisation du cerveau. Bien, ce système de la veine cérébrale interne, ou veine de Galien, qui est visible en ventriculoscopie, eh bien, représente un système de drainage veineux profond de cette région et va être effectivement particulièrement visible, ces veines cérébrales internes apparaissant en coupe transversale sur une coupe frontale du cerveau et sont particulièrement visibles sur une IRM, ce qui permet de repérer les espaces qui baignent dans les espaces subarachnoïdiens, au contraire de ceux qui correspondent à des cavités ventriculaires intra-cérébrales, donc ventricules latéraux ou troisième ventricule. Enfin, eh bien, nous allons pouvoir placer nous avons placé ici les colonnes du fornix. Nous avons en arrière le pilier du fornix qui va s'écarter ici de la ligne médiane et qui va venir également se prolonger dans le lobe temporal pour rejoindre l'hippocampe. Nous avons, accompagnant le fornix ici, le ténia du fornix qui va tendre avec le ténia du thalamus que nous plaçons ici, la toile choroïdienne du ventricule latéral, avec donc une zone qui est constituée par
de la pimère. Nous retrouvons ici la fissure transverse du cerveau, qu'on matérialise par la lettre B, comme Bichat. Nous le retrouvons en avant et nous le retrouvons en arrière, puisque cette fissure qui vient se placer en dessous ici du fornix, qui se place ici, hein, à partir de la coupe, eh bien, va elle-même, cette fissure, avoir une forme incurvée autour du thalamus, si bien que sur une coupe horizontale, on va la retrouver en avant et en arrière. Et donc il s'agit bien d'un espace qui baigne de liquide, qui est rempli de liquide cérébrospinal, mais il s'agit ici de liquide cérébrospinal qui est extracérébral, qui relève des espaces extracérébraux. Et nous allons en revanche retrouver tout à fait en arrière ici le ventricule latéral au niveau de sa partie qui est la plus dilatée, l'atrium du ventricule latéral, dans lequel on va retrouver ici un plexus choroïde. Voilà donc ce que l'on... alors bien sûr, cette coupe, si on reprend simplement l'ensemble, l'intégralité de la coupe horizontale d'un hémisphère, se place donc entre la partie antérieure et la partie postérieure du corps calleux. La surface cérébrale apparaît matérialisée ici, sans rentrer dans les détails, avec le thalamus ici, le noyau caudé et le noyau lenticulaire. Et donc nous avons ici représenté un agrandi important de cette zone qui se situe donc au centre de la coupe, mais qui nous permet de bien détailler les rapports du thalamus avec en externe des structures de substances grises et de substances blanches cérébrales, et au-dessus et vers le dedans des espaces liquidiens qui peuvent soit correspondre à des cavités intracérébrales, c'est-à-dire des ventricules cérébraux, soit à des espaces liquidiens subarachnoïdiens. Voici donc les éléments d'anatomie du thalamus et de ses rapports. Le prochain cours sera consacré à l'étude de l'hypothalamus et de l'hypophyse, puis nous aborderons la systématisation du cortex et de la substance blanche du cerveau. Je vous remercie de votre attention.